Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite séance اللي حنحلو فيها des QCM et des cas cliniques concernant la médecine légale. Voilà. Donc, session de rattrapage septembre 2021. Donc, ici, نحل معاكم هذا le sujet. Anna, personnellement, j'ai un petit peu difficile. Mais je sais qu'il m'a les questions اللي نشوفوهم في ريزيدانا ou là les questions d'externat. نسيي نحلو معاكم ونفهمكم واش راني فاهمه انايا. Ou voilà, à ma méthode, à ma manière, et voilà. Donc, vous recevez à votre cabinet de consultation, donc on va commencer par le premier cas clinique. Donc, vous recevez à votre cabinet de consultation pédiatrique Mademoiselle H, âgée de 19 ans, mère célibataire qui vous ramène sa fille Fatma, âgée de 9 mois, sa taille est de 60 centimètres et son poids est de 6,3 kg. Mademoiselle H a été reniée par ses parents depuis son refus d'interruption de cette grossesse. Elle s'adonne alors à la consommation de substances psychoactives et ne donne pas régulièrement le biberon à son enfant. Très bien. Donc, قبل ما نشوفوا la question, je remarque déjà le poids de son bébé est بزاف inférieur. Normalement, à 9 mois, normalement, c'est presque 10 kilos. 9 mois, 10 kilos. Donc, 6 kilos, 6 kilos, c'est... voilà. Donc, la première question, quels sont les facteurs de... Donc, la jeune fille, donc 19 ans, elle a un bébé, donc elle est célibataire, elle a un bébé de 9 mois. تعاطى des substances psychoactives et il ne donne pas régulièrement le biberon à son enfant. Donc, quels sont les facteurs de risque de maltraitance que vous notez devant ce contexte? Est-ce que l'addiction? Oui, l'addiction, c'est un facteur de risque de maltraitance parce que c'est jeune fille qui a des substances psychoactives. Donc, voilà. Est-ce que la jeûne de la maman? Oui, la jeûne de la maman, je pense que c'est un facteur de risque aussi de maltraitance parce qu'elle est mineure, d'accord? Un contexte social difficile, oui, il y a des conditions socio-économiques qui sont difficiles. Troubles psychiatriques, non, la patiente, notre patiente, donc donc elle ne présente pas de troubles psychiatriques, d'accord? C'est vrai qu'elle prend des substances psychoactives, mais pas de troubles psychiatriques. Grossesse non désirée, je pense non. C'est une grossesse qui est désirée. C'est elle qui a voulu coucher avec quelqu'un et avoir un enfant et voilà, donc c'est une grossesse qui est vraiment désirée et en plus de قالك ما كاش refus d'interruption de cette grossesse. Donc non, c'est pas une grossesse accidentelle ou une grossesse non désirée, d'accord? Donc la réponse, à mon avis, c'est A, B et C pour la question numéro 1. La question numéro 2, que pensez-vous nécessaire à faire pour cet enfant? Est-ce que signaler le cas au procureur de la République? Alors, هنا tout dépend. هنا قال لك باللي cabinet, c'est-à-dire راح تكونسلتي في البريفي. Donc, qui te confie le privé? Oui. Je dois signaler le cas au procureur de la République, la police. D'accord? Mais ça qui qu'on fait l'hôpital? Non. L'hôpital, je dois signaler à l'administration. Donc, procéder à un signalement administratif. D'accord? Donc, signaler le cas au procureur de la République dans notre cas, parce que c'est cabinet, donc c'est privé, oui. Orienter l'enfant vers une consultation d'urgence médicale pédiatrique, oui, parce que je ne suis pas sûre que la maman te pour consulter elle va le suivre ou là. Vous voyez? Donc, procéder à un signalement administratif, non, parce qu'on est chez l'hôpital. Faxer simultanément un certificat médical de signalement au DSP et au procureur de la République. Personnellement, je ne comprends pas cette phrase. Je ne sais pas c'est quoi le DSP, mais je pense que non. Prescrire un traitement seulement, vu qu'il n'y a pas d'urgence vitale, non. Je ne veux pas prescrire un traitement seulement. Au contraire, je dois l'orienter, d'accord, vers une consultation d'urgence médicale pédiatrique spécialisée. Vous voyez, donc voilà. Ça, c'est pour la question numéro 2. Après cela, l'enfant est ramené une seconde fois, 2 mois après,
Dans le cadre de la consultation vaccinale, Mademoiselle H rapporte qu'elle a fait des diarrhées incessantes. Votre examen montre une pâleur de multiples hématomes, sur les membres et une vive douleur à la mobilisation de son poignet droit. Alors, quel diagnostic suspectez-vous en priorité? Donc, la question numéro 2, c'est la réponse c'est la réponse A et B. Donc, C, D, E, c'est faux. Voilà, donc, le cas clinique تاعنا. Le diagnostic, c'est un syndrome de Silverman. Pourquoi? Parce que à chaque fois, نحكيو على hématome ou la fracture, c'est le Silverman. Ok? C'est pas le bébé secoué. C'est pas le bébé secoué. C'est vrai que le bébé secoué donne aussi un hématome subdural, d'accord? Parce que il y a des femmes, il y a des mères, qui sont vraiment dans un état psychiatrique ou psychique altéré, donc détériorisé. Oui, ils vont secouer le bébé taha, d'accord? Ils secouent, on dirait qu'ils secouent, je sais pas comment expliquer ça. يخبطوه 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 jusqu'à ce qu'il sera un hématome. D'accord? Un hématome sudural. Voilà, ça donne de malabsorption intestinale, non. Ça donne d'ostéogenèse imparfaite, non. Ça donne de Gérard Marchand, non. Donc, ça, c'est un syndrome de Silverman, d'accord? Voilà, chaque fois qu'on parle d'hématome, de fracture, ici, il fallait que multiples hématomes et sur les membres, une vive douleur à la mobilisation de son poignet droit. Donc, voilà, c'est le syndrome de Silverman. On passe, donc c'est la réponse numéro C pour la réponse pour le numéro 3. Le syndrome de Silverman comprend, très bien. Qu'est-ce qu'il comprend, le syndrome de Silverman? Un hématome subdural, on avait dit non. L'hématome subdural, c'est le syndrome de bébé secoué. Une fracture en mode de beurre, oui, une fracture, très bien, une fracture. Une hémorragie rétinienne, non. Hématome multiple, oui. Décollement périosté, oui. Voilà, vous avez B, D, E. À chaque fois, on a droit à la hématome fracture, c'est le syndrome de Silverman. Ça ne n'importe quel hématome. L'hématome subdural, c'est le bébé secoué. Donc, c'est B, D, E. Voilà. Cas clinique numéro 2. Mademoiselle H, directrice d'un lycée, a été agressée à la sortie de son établissement. D'accord? Donc, directrice, ok, d'un lycée, a été agressée à la sortie de son établissement. Alors, un délinquant, lui, aurait porté à sa cuisse gauche un coup avec une arme blanche, poignard, pour lui voler son sac. L'agent de sécurité d'une entreprise citoyenne, témoin de la scène, sort de son arme à feu revolver, tire de son prêt en visant les membres inférieurs de l'agresseur pour le neutraliser et l'atteint à son mollet droit. Selon vous, la question numéro 5. La plaie constatée au niveau de la cuisse se présentera sous forme de: est-ce qu'une plaie simple rectiligne à bord net plus longue que profonde? Est-ce qu'une plaie à bord aminci avec des brides cutanées persistantes aux berges et au fond en fracture? Est-ce qu'une plaie en forme de boutonnière à bord régulier plus profonde que large? Une plaie avec un aspect tranché à bord régulier, une perte de substance, une plaie d'aspect étoilé au punctiforme et très profonde. Ici, c'est une plaie en forme de boutonnière à bord régulier et plus profonde que large. Pourquoi? À chaque fois qu'on parle d'une arme blanche, l'arme blanche, le poignard, qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse une plaie en forme de boutonnière, plus profonde que large. Donc, c'est la question, c'est la réponse numéro C. C, pour la question numéro 5. La plaie occasionnée au mollet droit par le passage de projectiles va présenter. هنا لازم نحوسوا على les zones qui sont les parties qui sont les zones qui sont constantes, c'est-à-dire la zone contusive, la zone de pénétration, l'orifice de pénétration et l'équipement spéri-orificiel. Donc 1, 2, 5. C'est la réponse numéro B. Voilà. Déjà, le cas clinique précédent, j'ai expliqué. Mademoiselle H a été évacuée vers les urgences traumatologiques de CHU et reçoit un traitement chirurgical pour sa blessure.
selon vous, quel document médical sera nécessaire pour ces démarches administratives? Donc, il y a deux قالك pour ces démarches administratives. Et en réalité, on va donner trois certificats. En réalité, trois. Trois. Wahda, une ordonnance médicale. Et deux, Wahda, certificat médical descriptif de coups et blessures. Et la dernière, c'est le certificat médical initial d'accident de travail. Voilà, normalement, on va donner trois. Mais l'ordonnance médicale, je ne les démarches administratives. Vous voyez? Donc, les démarches administratives, c'est important de bien lire la question. Démarches administratives. Donc, l'ordonnance, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, on va donner uniquement deux certificats. Certificat médical descriptif et un certificat médical initial d'accident de travail. Uniquement deux. Le cas de démarche administrative, c'est même qu'on peut qu'il y a trois. C'est de l'ordonnance médicale. Donc, pour la question numéro 5, c'est la D. Question numéro 8. Le certificat médical en matière de constatation de coups et blessures est remis à la victime uniquement. Oui. Avec réponse juste. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est à choix multiple. Oui, est remis à la victime uniquement. Retrace les dires de la victime. Non, on va pas dire le certificat médical de coups et des blessures. On va pas raconter l'histoire que je lycée, je suis directrice, je lycée, Jani واحد ضربني et tout. Vous voyez, donc non. D'accord, on va pas retracer les dires de la victime. Mentionner en jour le déficit physiologique résultant de l'évolution des lésions. Oui, oui. On va mentionner, donc mentionne en jour le déficit physiologique résultant de l'évolution des lésions. Le déficit physiologique, l'ETT, ça veut dire l'ETT. Le déficit physiologique résultant de l'évolution des lésions, ça veut dire l'ETT. Oui, on va mentionner ça. Précise l'ensemble des lésions. Oui, on va préciser ça. L'ensemble des lésions, on va dire que je sous-signe docteur, voilà. Donc, avoir examiné le patient, voilà. D'accord. Le jour, ce jour, le 15 avril, par exemple, 2023, d'accord, qui présente, d'accord, un hématome ou une fracture ou une plaie, voilà, de la jambe gauche, par exemple, et qui nécessitera une ITT ou une incapacité totale de travail, voilà, d'accord, une ITT à 15 jours, par exemple, et ainsi de suite. Précise l'ensemble des lésions, oui, on avait dit oui, constitue une preuve de l'agression, oui, constitue une preuve, oui. Le certificat médical en matière de constatation de coups et blessures, c'est une preuve de l'agression. Donc, pour la question numéro 8, c'est A, C, D, E. Question numéro 9. L'incapacité totale de travail, l'ETT qui sera fixée et mentionnée sur son certificat médical délivré en consultation de médecine légale, est une entité qui trouve sa définition dans la loi pénale. Donc, c'est une question à choix multiple. Il y a des associations. Donc, est une entité qui trouve sa définition dans la loi pénale. Oui. Elle correspond à une incapacité absolue du travail personnel et du travail professionnel. Non. On a aussi absolu. D'accord? Elle n'est pas absolue. Sa durée permet une qualification pénale des faits incriminés. Oui. Elle correspond à un retentissement sur l'autonomie, sur l'autonomie de la personne. Oui. Sa durée peut être supérieure à la durée de l'incapacité professionnelle. On avait dit jamais, c'est inférieur. Elle est toujours inférieure à l'incapacité professionnelle. À l'âge, parce que l'incapacité, c'est quoi? Parce que j'avais expliqué ça, d'accord, la dernière fois, la précédente vidéo. La vidéo précédente, que l'incapacité professionnelle, elle dépasse toujours l'incapacité totale du travail.
Voilà, donc c'est la réponse numéro, c'est 1, 3, 4, donc D. Question numéro 10. Concernant les TT et la qualification des faits de violence, la qualification de l'infraction dépend principalement de la durée de l'incapacité totale du travail fixé sur ce certificat médical. Oui, c'est juste. Donc, pour qualifier l'infraction, d'accord, dépend principalement de la durée d'incapacité du travail, de l'ITT fixé sur ce certificat médical. C'est juste. C'est juste. B, une ITT excédant 15 jours, c'est-à-dire qui dépasse les 15 jours en cas de violence volontaire, oui, et aux 3 mois en cas de violence ou d'atteinte corporelle par imprudence, le tribunal correctionnel sera compétent. Alors, c'est vrai, si elle dépasse les 15 jours et les 3 mois, en cas de violence involontaire, c'est vrai, c'est un délit parce qu'il précède, il dépasse les 15 jours ou encore il dépasse les 3 mois. Et si inférieur à 3 mois ou inférieur à 15 jours, on a dit que c'est une contravention. Mais ce n'est pas le tribunal correctionnel, c'est pénal. D'accord? C'est pas le tribunal correctionnel, c'est pénal. C'est une unité n'excédant pas 3 mois avec circonstances aggravantes en matière de violence involontaire constitue une contravention relevant du tribunal de police. Ici, Qalek est une contravention. Oui, c'est une contravention. Non, c'est pas une contravention. Pourquoi? Parce que Qalek avec des circonstances aggravantes. Ah, c'est vrai qu'elle est inférieure à 3 mois. Normalement, c'est une contravention. Ça Qalek, il a rajouté des circonstances aggravantes. Qui a rajouté des circonstances aggravantes, il y a un délit qui est supérieur à 3 mois. Naoud. C'est inférieur à 15 jours, volontaire, ou inférieur à 3 mois, involontaire. C'est une contravention. C'est supérieur à 15 jours ou supérieur à 3 mois, c'est un délit. Mais ici, n'excédant pas à 3 mois avec circonstances aggravantes. Donc, c'est un délit. Ce n'est pas une contravention relevant du tribunal de police. D'accord? Donc, c'est faux. Donc, le B aussi, c'est faux, l'A, juste. La D, une unité de 15 jours avec circonstances aggravantes en matière de violence volontaire constitue une contravention. Non, avec des circonstances aggravantes, c'est un délit relevant du tribunal de police. Et pour un fait criminel, l'ITT ne joue strictement aucun rôle, c'est faux. Donc toutes les réponses sont fausses, sauf là. Cas clinique numéro 3. La jeune Rime, âgée de 19 ans, se présente aux urgences du CHU accompagnée de son amie. Elle déclare qu'elle a été victime d'un viol la veille au cours d'une soirée à Rose. La question numéro 11. Concernant les attentats aux mœurs, le viol est qualifié de crime. Oui, le viol est qualifié de crime. C'est un crime, bien sûr. C'est un crime. Voilà, c'est un crime. C'est un crime, pardon. Il a un délai de prescription de 10 ans. Ah, le délai de prescription. Non, c'est à vie. À l'âge. C'est quoi le délai de prescription? C'est un... parce que كي وحده يصرى لها ان فيول مدوا لها ان سيرتيفيكا هذاك لو سيرتيفيكا به اللي تروح تشكي هذاك لو سيرتيفيكا il est à vie. Pourquoi? علاش داروه à vie? Parce que généralement اللي صرا لهم فيول يحشموا au début mais ولا sur choc ولا ما يروحوش يكونسلتيو ديريكتومون ولا يشكيو ديريكتومون يقعدوا 15 jours 2 semaines je sais pas moi un mois باش يروحوا يكونسلتيو examiner et ainsi de suite. Donc, c'est à vie, c'est pas 10 ans, c'est à vie. Le délai de prescription, c'est à vie, d'accord? Il est jugé par le tribunal correctionnel. Ici, je pense que c'est pénal, c'est pas le tribunal correctionnel, d'accord? C'est pénal toujours. Il nécessite une analyse d'empreinte génétique pour poser le diagnostic. Non, ici, c'est la clinique suffit, d'accord? La clinique suffit, c'est l'examen clinique, il suffit largement suffisant pour poser le diagnostic d'un viol. D'accord? Jamais d'une empreinte génétique pour poser le diagnostic d'un viol. Jamais. Doit être dénoncé systématiquement par le médecin.
Non aussi. Pourquoi? Parce que systématiquement par le médecin. Euh, Dénoncé systématiquement par le médecin. Non, je pense que non, mais je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Il doit être dénoncé systématiquement par le médecin. Je ne sais pas, peut-être il relève du secret médical. Oui, il relève du secret médical, je pense, hein. Oui, oui, oui. Il relève du secret médical. Donc c'est pas, il faut pas dénoncer. Il faut pas dénoncer, non. Non, il faut pas dénoncer que had la femme sera un viol, ça relève du secret médical. Voilà. Donc la réponse juste, il y a le A pour la question numéro 11. La question numéro 12, à propos de l'examen d'une victime d'agression sexuelle, quelle est la proposition inexacte? Inexacte. Il ne peut être effectué que sur réquisition des autorités judiciaires. Non, on peut faire l'examen sans réquisition. Il ne peut être effectué que si la victime consulte dans les 72 heures après l'agression. Non, elle peut consulter n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quelle semaine, n'importe quel mois. Donc, وين تحسوها bien, يروح لها الشوك, يروح لها الحشمة, la pudeur. Voilà, donc elle peut consulter. Non, ماشي حاجة fixe. Non. Lorsqu'il est réalisé sur réquisition des autorités judiciaires, il peut être effectué sans le consentement de la victime. Non. Qui تكون عندك réquisition, le consentement, soit avec réquisition ou sans réquisition, le consentement de la victime est nécessaire. Toujours, 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 le consentement de la victime est nécessaire. L'examen se fait en présence d'une tierce personne. Ah oui, ça c'est juste. Pourquoi? La question est est-ce que l'examen il se fait en présence des autorités judiciaires? Donc le faux, c'est faux. C'est pas juste. علاش يحضر le procureur de la République ou la police علاش تحضر non في l'examen? Non, c'est faux. Mais par contre, ici, il parle d'une tierce personne, c'est-à-dire un autre médecin. Oui, bien sûr, parce qu'on doit, ne jamais examiner une femme, là, une personne, une femme, seule. Parce que si on examine la femme seule, lors d'un viol, bien sûr, hein, lors d'un viol. Parce que si on examine la femme seule lors d'un viol, ça, c'est considéré comme un deuxième viol pour elle. Et pour la loi aussi. C'est considéré comme un deuxième viol. Donc, il faut toujours examiner la femme avec une tierce personne lors d'un viol. C'est très important, sinon c'est considéré comme un deuxième viol. C'est considéré comme deuxième viol. Voilà. Et les faits de deux temps principaux, l'examen génital et l'examen anal, non, qu'il y a l'examen général, hein. D'accord? Mais non, c'est faux. Qu'il y a un examen général. Donc, la réponse juste 4 et la réponse fausse 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, c'est la E, numéro 12. Numéro 13, s'agissant des prélèvements réalisés chez une victime d'agression sexuelle, lesquels sont à visée génétique. Alors, génétique, ça veut dire نحوس على l'ADN. Très bien. Qui نحوس على l'ADN, est-ce que nous dire l'écovillonnage buccal? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on sera des actes contre nature ou là, donc je peux trouver le sperme, la bouche, vous voyez? Donc voilà, le prélèvement urinaire, oui, je peux à la recherche du sperme, on peut trouver le sperme, les urines. L'écovillonnage anal, oui. L'anus, oui, pour les actes contre nature, oui. Écovillonnage donc anal, chez nasal, j'ai dit anal, anal. Donc, oui, à la recherche de sperme toujours. L'écovillonnage vaginal, oui, à la recherche de sperme toujours. Sanguin, non. Sanguin, c'est pour chercher une IST, généralement, un VIH chez la patiente. Non. Donc, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, c'est là. Alors, devant quelle juridiction l'affaire sera-t-elle jugée?
c'est le tribunal de police. C'est pas le tribunal correctionnel, c'est le tribunal de police. Voilà pour la partie clinique, la partie des cas cliniques. La partie des QCM dira après, Inch'Allah. Et je vous remercie. Bon courage à vous et bye bye.